Je parlerai du contexte actuel de l'enseignement au Mali. Il faut noter qu'avant la période de crise sanitaire, il y a eu quand même plus de 1000 écoles qui ont été fermées au Mali, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un très bon nombre de jeunes qui se sont retrouvés déscolarisés. Et au-delà de Oui, ça, par an, on a en moyenne 40 000 jeunes au Mali qui ne sont pas orientés. Aujourd'hui, je sais que la plateforme Jeunes et Ambitieux est notamment présente au Maroc. Il y a beaucoup d'étudiants au Maroc qui nous suivent. Nous, aujourd'hui, exactement. moi, j'ai eu à étudier au Maroc, donc j'ai eu la chance d'avoir une bourse ou j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont les moyens financiers de m'envoyer aujourd'hui étudier ailleurs. Et ça, ce n'est pas le Exact, cas de tout le monde. Même ceux qui étudient dans les écoles privées au Mali, ça nécessite un coût. C'est en moyenne 500 000 francs que tu dois investir. Et aujourd'hui, le revenu moyen du Malien ne permet pas à toutes les familles de donner cette opportunité-là à son enfant. Et l'accès vraiment à un enseignement supérieur de qualité est devenu un droit fondamental. C'est à travers tous ces exactement. constats-là. Et également, on constate aujourd'hui que la plupart des jeunes femmes aujourd'hui au Mali, la moyenne, moi en tant que Peul, des jeunes femmes qui se marient, c'est 16 ans. 16 ans, c'est très tôt. Tu n'as même pas encore le bac à cet âge, sauf si tu es un super génie. Après le mariage, c'est compliqué pour eux de poursuivre leurs études. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour ne pas rentrer dans tous les détails sociaux qui sont là. Il y a aussi les jeunes qui sont dans les zones en conflit. Tout le monde est au courant de Exactement. la situation politique du pays qui n'ont vraiment pas la chance aujourd'hui de venir à Bamako parce qu'il n'y a pas d'université sur place où ils sont fermés pour étudier. Donc, on est vraiment allé de ce constat-là avec l'Université virtuelle du Mali, qui est aujourd'hui une plateforme d'enseignement virtuel africaine à caractère social, la toute première en Afrique. Ça, c'est une fierté de le dire, car c'est une initiative malienne. Cette initiative, elle est entièrement financée par la Fondation Famille Group. Elle a pour ambition aujourd'hui de donner la chance à tous les jeunes du Mali, mais surtout d'Afrique, d'avoir accès à un enseignement supérieur de qualité à moindre coût. Aujourd'hui, l'accès à un enseignement supérieur, ça permet notamment à la jeunesse d'avoir une autre vision. Moi, je sais que quand j'étais au Mali, certes, j'avais des ambitions, etc., mais le fait de passer au niveau supérieur en termes d'études m'a donné une autre ouverture sur le monde, a changé ma mentalité plutôt sur la façon de voir la vie. Aujourd'hui, les gens qui nous suivent de jeunes ambitieux, ils aspirent à une carrière entrepreneuriale, à créer de l'emploi pour d'autres jeunes, à faire le mieux pour leur pays. Et ce n'est pas le cas pour tous les jeunes du Mali aujourd'hui. Beaucoup sont dans la Exactement. rue aujourd'hui, sont confrontés à tout ce qui est délinquance, à tout ce qui est radicalisation violente. C'est beaucoup de choses, d'aspects de la société aujourd'hui qui peuvent être réglés à travers l'éducation. Et c'est aujourd'hui notre ambition à travers l'université virtuelle de donner cette opportunité-là à absolument tous les jeunes, quel que soit ton milieu social, quel que soit ton revenu social, d'avoir les mêmes chances d'égalité avec tous les autres jeunes pour pouvoir pousser notre pays au meilleur de son potentiel. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser mon confrère qui est avec nous développer. Je pense qu'il aura beaucoup plus de choses intéressantes à dire sur le sujet. Merci à vous. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Awa. Et maintenant, on passe à Seydou pour la même question. Donc, Moi, Seydou, vous qu'est-ce que m'entendez? Yelentik? Oui, oui, bien C'est sûr, ça? on vous reçoit, Seydou. Ok. Donc Seydou, Encore donc une qu'est-ce fois que de plus, Yelentik vit? Allez-y, allez-y. oui, donc encore une fois de plus, merci. Je pense que c'est pas la première interaction avec vous, jeune ambitieux. Je vous ai contacté, vous avez été très réactif euh, dans le, dans le sens où vous nous avez offert la possibilité, dès le départ, d'avoir une Exactement. première publication sur vos réseaux et de pouvoir aussi, on va dire, nous aider à soutenir ce projet-là qui, avant tout, est un projet j'ai envie de dire, de challenge et de communication pour tout le monde. Parce que c'est bien d'avoir des Exactement. plateformes, c'est bien d'avoir toutes ces idées. Si derrière, on n'a pas l'accompagnement, le média qu'il faut, ça risque d'être très compliqué. Donc, vraiment, Exactement. comme j'ai dit en privé, je répète aujourd'hui, un grand soutien, un grand remerciement à Jeune Ambitieux. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais à dire. Au, au Pour revenir plaisir, Seydou. de rien, c'est vraiment avec un plaisir. Pour revenir à ta question, aujourd'hui, Yelentik, c'est,
Je vais déjà partir du nom, Yélé, qui signifie lumière en Bambara, et TIC, c'est TIC, Technologie de l'information et de la communication. Déjà, d'où cela vient et pourquoi on a pensé à cette plateforme. Je pense que, comme dans la plupart des cas, c'est des choses qui naissent de la frustration de nos parcours. Moi, j'ai étudié à Bamako, j'ai fait mon lycée là-bas. Comme pas mal de jeunes à l'époque, pour les baccalauréats, on était à la recherche de sujets, de ressources. Enfin, c'était assez compliqué à l'époque. Donc, le fait de pouvoir faire des études en informatique dans un premier temps et de Oui, développer cette expertise, ces compétences euh, qui pourraient être utilisées dans d'autres cadres, voilà, moi, je me suis dit que c'était un devoir pour moi de mettre ça à profit de jeunes qui seraient dans la même oui, situation que moi euh, et qui rencontreraient ces genres de problématiques. Donc, je suis venu avec l'idée comment dire, avec quelque chose de très simple. Et très rapidement, j'ai mes deux collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui m'ont soutenu et qui font qu'aujourd'hui, on a la plateforme Yelentic qui existe. Donc, notre objectif, c'est vraiment avant tout de pouvoir fournir une plateforme qui permet à tout étudiant, que ce soit malien, aujourd'hui sénégalais, qui vient de commencer, ou même voilà, demain des pays comme l'Afrique du Sud, pouvoir proposer une plateforme centralisée qui permet dans un d'accord. premier temps d'attaquer les challenges de l'éducation, c'est-à-dire quelqu'un pourra avoir, un Mhm. jeune étudiant pourra avoir l'accès à ces ressources disponibles, partager ses contenus et pouvoir interagir avec des étudiants motivés, et aussi disposer d'un environnement qui lui permet de s'orienter, parce qu'en en fait, l'orientation aujourd'hui, c'est un vrai challenge. Donc, je fais un peu la passerelle avec l'Université virtuelle du Mali, parce que ce qui est intéressant, c'est que oui, ok, l'étudiant apprend, mais il faut qu'il apprenne pour pouvoir l'appliquer dans un domaine, donc, et surtout dans une Exactement. spécialité à l'université. Donc, je pense que les deux projets sont amenés à un moment à communiquer d'une façon ou d'une autre, dans le sens où voilà, la continuité, ça serait d'aller à l'université et pourquoi pas dans le virtuel. Donc, Enetic, c'est vraiment ça, offrir avec les outils du numérique un moyen simple, clair, facile à nos jeunes frères pour qu'ils puissent étudier de façon la plus optimale possible. D'accord, d'accord, exact. Donc, si toutefois je peux synthétiser en quelques mots ce que Awa a souligné, ce que Seydou Khan a souligné, c'est que tout est du temps où, comment dirais-je, l'éducation est actuellement, ou en général, est actuellement handicapée en quelque sorte. Donc, et comment dirais-je, vous essayez de mettre ces plateformes en place pour soutenir les gens qui n'ont pas accès au niveau d'Aminata, presque à toutes les structures éducationnelles, que ce soit depuis le primaire ou jusqu'à l'université. Notamment Cédou qui est parti d'un constat où depuis le bac, on a ce problème. Même moi, probablement, j'ai eu à rencontrer ce problème où c'est difficile comment dirais-je, d'avoir des documents, peut-être des anciens documents pour s'exercer et préparer le bac en quelque sorte. Donc, chose qui est sûre, c'est que tout projet ou toute entreprise, en quelque sorte, rencontre des difficultés, que ce soit lors de la mise en place ou tout au long du développement. Donc, je vais passer à Awa une fois de plus pour nous parler de tout ce qu'ils ont eu à rencontrer des difficultés. Et jusqu'à présent, l'université virtuelle fait face à des difficultés. Et quelles sont ces difficultés et comment vous faites face à ces difficultés, notamment Awa? Merci beaucoup. Avant de parler des difficultés, je parlerai des opportunités qui parfois peuvent représenter des difficultés. Il faut savoir Exactement. qu'aujourd'hui, que ce soit Yves Mali ou Yelentic, que je viens de découvrir, qui est une très belle initiative, ça serait intéressant qu'on discute d'ailleurs pour pouvoir s'aligner dans la même lignée parce qu'on a les mêmes objectifs. Euh, Aujourd'hui, on est parti du constat que le numérique aujourd'hui est une ressource accessible à tous. Au Mali aujourd'hui, on a un taux de pénétration du mobile qui avoisine les 120%, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'en moyenne, une personne a plus de 1,5 téléphones. Je sais que ça fait ironique de dire ça. Moi, si je prends mon oncle Peul du village qui est berger, il a au moins un petit téléphone à touche, ce que nous, on n'utilise plus maintenant, pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Et ce, quelle que Oui. soit la génération dans laquelle la personne se trouve.
que tu partes de Kai à Kidal, l'accès au mobile, il est là. Et l'accès aux technologies de l'information et de la communication sont là. Ça représente une ressource universelle aujourd'hui. Même si, dans le cas du Mali, certes, les gens ont des téléphones, mais la connectivité reste vraiment un défi. Parce qu'aujourd'hui, pour parler d'enseignement virtuel, parce que nous, on est quand même dans un contexte de complexe scolaire, il y a l'université, il y a le préscolaire, mais aussi le niveau scolaire, c'est-à-dire tout ce qui est lycée et collège. Donc, Exactement. il y a la connectivité qui est là dans beaucoup de zones. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par les opérateurs, par les régulateurs pour que les gens puissent avoir accès à la connectivité. Mais il reste encore beaucoup d'efforts à fournir encore. Et il y a aussi l'aspect coût d'accès à la connectivité. C'est aujourd'hui l'un des défis majeurs auxquels on est confronté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu veux bien faire, donner cette possibilité aux gens-là d'apprendre à travers le numérique, il faut déjà qu'ils aient l'opportunité d'accéder facilement aux ressources qui leur permettront d'apprendre. Et aujourd'hui, ce qui est de la connectivité, ça reste un défi. J'en profite pour lancer un appel aujourd'hui à nos institutions de fournir beaucoup plus d'efforts parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire vu du moins le potentiel d'achat du Malien lambda et le coût de la connectivité au Mali, ainsi que la qualité. Ça représente l'un des premiers défis auxquels on fait face. Au-delà de ça, il y a aussi le problème d'accompagnement. Aujourd'hui, que ce soit au Mali ou ailleurs, les initiatives d'entrepreneuriat social représentent, du moins font face à des soucis d'accompagnement. Je parle en termes financiers. Aujourd'hui, l'Université virtuelle du Mali et le complexe King's School en général est 100% financé par la Fondation Famille Group. Certes, il y a beaucoup et de beaucoup de partenaires techniques et financiers, mais ça reste toujours une initiative qui est financée par le groupe. Certes, jusque-là, on arrive à aider des milliers de jeunes qui sont inscrits à travers les formations, mais il y a aussi des coûts qui sont là. On doit du moins recruter des enseignants de qualité. Il y a aussi tout un staff technique derrière, tout un staff de communication derrière qui doivent recevoir des salaires. Aujourd'hui, si on avait plus d'accompagnement des partenaires techniques et financiers, ça nous permettrait de booster l'impact qu'on peut générer à travers ces initiatives-là. Donc, ça reste aussi l'un des défis auxquels on est confronté. Il y a également, disons, la culture digitale qui n'est pas développée. Parce qu'aujourd'hui, le Malien, au Mali, exactement. Exactement. Le Malien et l'Africain subsaharien en général pensent qu'apprendre aujourd'hui, c'est aller dans un établissement physique, s'asseoir sur les bancs, le professeur est devant toi, il discute avec toi. Sinon, ton diplôme ne sera pas reconnu. Or, nous, certains d'entre nous ont fait l'expérience aujourd'hui de l'enseignement virtuel jusqu'à présent. Virtuel. Je travaille aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir à l'école chaque jour avec mon emploi. Et aujourd'hui, l'enseignement virtuel me permet d'acquérir des compétences, mais surtout des diplomations qui sont reconnues. Et ça, aujourd'hui, c'est le cas pour le Mali. On a des diplomations, des co-diplomations avec de grandes structures comme l'Institut national. Il y a Toulouse Business School qui est avec nous. Il y a HEC Paris qui nous accompagne. C'est pour dire aujourd'hui aux gens que le monde change et tous les domaines d'activité changent avec le numérique. Donc, il y a aussi cet aspect culture du digital là qui reste encore un enjeu majeur auquel on est confronté et auquel on est vraiment toujours en train d'essayer de trouver des solutions. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Je pense que M. Khan va apporter d'autres contributions par rapport aux défis que représente aujourd'hui le secteur de l'enseignement virtuel au Mali. Non, avant de dire à M. Khan, j'aimerais bien vous demander toutefois quelles sont ces solutions que vous essayez de mettre en place pour, déjà pour atteindre vos cibles en matière d'éducation. Alors, déjà, il y a l'aspect communication, une communication qui représente vraiment l'un des piliers du succès de l'Université virtuelle du Mali. Oui. On essaie vraiment d'adapter le message à la cible parce que la culture du digital n'est pas vraiment développée. Mais l'idée, en fait, c'est de vulgariser cette pratique-là, du moins de faire en sorte que le Malien puisse adhérer au concept de l'apprentissage en ligne. Il y a ça, et aussi par rapport au défi de la connectivité, aujourd'hui, j'en profite pour remercier Orange Mali, qui est l'un de nos partenaires phares,
qui fait en sorte que tous les étudiants, du moins inscrits au complexe Trinity School, puissent bénéficier d'une connectivité quasiment gratuite, ce qui est vraiment un boom énorme quand on pense au coût de la connectivité aujourd'hui. Avec 10 gigas d'Internet au Mali, c'est compliqué de rester avec une connexion de qualité à 10 000 francs CFA, ce qui est quand même très cher. Donc, pour dire Exactement. qu'aujourd'hui, les opérateurs voient l'importance de la formation aujourd'hui et commencent petit à petit à accompagner les opportunités comme ça. Donc, l'une des solutions les plus, du moins dont on est les plus fiers, c'est ce partenariat avec Orange Mali, qui nous permet aussi de permettre aux étudiants, quelle que soit la localité, d'accéder à une connectivité moins chère. Donc, c'est un peu les petites solutions qu'on met en place, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Certes, il y a des efforts qui sont en train d'être faits et on voit beaucoup d'améliorations, mais il y a encore beaucoup de combats à mener par rapport à l'acceptation de ces méthodes d'apprentissage-là sur le continent. C'est bien. Attendez, il y a... Ok, maintenant on passe à Sidou. Mais je pense que ce qu'elle a dit, c'est vraiment pertinent. Et en tout cas, merci pour cette intervention qui était très claire. Je pense Ouais, qu'il y a des points vraiment. qui méritent vraiment des focus spécifiques sur notamment ce qu'elle a dit sur le taux de pénétration de mobile plus l'accès à ces ressources, en fait, qui fait que on se rend compte très rapidement que c'est pas la volonté qui manque. C'est pas le citoyen lambda malien qui n'a pas envie d'acheter un téléphone pour être connecté à l'Internet. Le frein, il n'est pas Exactement. là. Le frein, c'est au niveau de à quel coût il va se connecter à Internet. C'est Ouais. surtout ça le problème. Donc, de ce côté-là, je pense que oui, effectivement, il y a des efforts à faire et ce soit pour comment dire, l'université virtuelle du Mali ou pour tout type de plateforme, que ce soit pour l'entrepreneuriat en général, c'est des choses aujourd'hui qui, je pense, doivent être développées. Mais ça se fait par les acteurs vraiment du public et qui doivent investir dans ces projets-là. Même directement pas dans les entreprises, mais au moins dans ces secteurs-là pour favoriser l'écosystème, pour qu'on puisse entreprendre. Donc si je reviens sur le cas de Yenetic en soi, aujourd'hui, j'ai envie de dire la principale difficulté qu'on a eue, nous, à notre niveau, euh, c'est déjà de concevoir quelque chose qui s'adapte aux réalités africaines. Je m'explique. Ouais. Euh, euh, Quelque chose qui s'adapte aux réalités africaines, c'est, OK, aujourd'hui, il ne s'agit pas de juste prendre quelques bonnes idées et de dire, OK, tiens, on va le calquer, ça va marcher en Afrique. Non. Euh, Si on prend d'un point de vue purement technologique, par exemple, on sait que pour charger une page, ça dépend de la connexion de la personne. Donc, la personne peut se trouver dans un coin reculé. Donc, comment nous on fait pour concevoir un site qui s'adapte vraiment à ça? Donc, le site le plus léger possible, la plateforme la plus légère possible, qui propose le minimum de latence pour qu'une personne puisse se focaliser directement sur l'essentiel qui est l'étude de ses cours, de ses documents. Ça, c'est aujourd'hui, c'était notre première difficulté. Donc, on a mis vraiment pas mal de temps pour réfléchir à comment on va structurer, comment on va pouvoir mettre en place cette plateforme qui soit fluide et s'adapter au contexte africain. Donc, notamment le Ouais. problème de débit, pour que les pages ne soient pas rechargées automatiquement, pour qu'on puisse garder en cache certaines choses. Donc là, je prends un peu technique, mais vraiment pour concevoir une plateforme qui soit adaptée aux réalités africaines. Donc même de là et encore, enfin même là encore, il y a pas mal de progrès à faire. Mais voilà, il faut être sûr d'une chose, c'est que la plateforme elle aura beau être optimisée, si derrière on n'a pas la capacité d'avoir le débit nécessaire, ça devient un peu compliqué. Et donc, c'est toujours ce problème de débit et qui fait que ça représente un challenge pour nous, mais d'un point de vue informatique, on est quand même bien avancé là-dessus. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, pour nous, c'était vraiment au niveau l'accès à des ressources. Donc, c'est aujourd'hui le challenge majeur dans le sens où avoir accès à des ressources,
ça demande la participation de tout le monde. Donc, vraiment Exactement. accéder à des ressources, c'est très compliqué. On se rend compte, moi surtout principalement en me lançant un peu dans ce challenge, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une mine d'or dans nos pays. Il y a pas mal de documents qui sont disponibles, mais comment accéder à ces Mais qui ne sont documents-là? pas Comment les accessibles. Oui. numériser? Comment les standardiser? Comment le faire de telle sorte que ça corresponde aux attentes de tout le monde? Ça, c'était vraiment un peu problématique. Donc pour cela, je remercie nos premiers partenaires, j'ai envie de dire, enfin, ce pas des partenaires, mais des personnes qui nous ont fait confiance dès le début de ce projet pour nous faciliter l'accès à certaines ressources, donc que ce soit au niveau des anciens sujets de bac, que ce soit au niveau des anciens sujets de concours, au niveau des ministères, franchement, pour nous faciliter certaines choses. Donc ça, c'est des domaines, c'est des documents qui, au départ, sont du domaine public, donc qui peuvent être réutilisés. Donc le plus dur, c'était d'accéder, de vérifier ces informations et de pouvoir les repostuler. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie qu'on compte faire encore pour vraiment, j'ai envie de dire, mettre de ce côté ce challenge-là, ça sera au niveau de comment on appelle ça chez nous, la possibilité de donner du pouvoir à nos utilisateurs. Demain, très prochainement, on va mettre en place des fonctionnalités qui vont faire que l'utilisateur pourra contribuer lui-même, donc pour pouvoir donner des sujets, des ressources lui-même sur la plateforme. Et ça va être vraiment un levier majeur pour nous, pour l'accès à des ressources. Donc, parce que ça va faire que on va avoir des étudiants qui collaborent, on aura une plateforme qui est collaborative et tout le monde autour pourra Cédou, participer. est-ce que juste quelques minutes, je Oui. vous demande de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Bien. Donc, juste en quelques Voilà, mots, voilà, donc c'est on ça. continue. Donc Cédou, pour clôturer, vous allez juste essayer de souligner, c'est-à-dire comment vous faites face à ces difficultés aujourd'hui. Si toutefois, C'est ça. jusque là, vous continuez à faire face à des difficultés, comment vous faites? Moi, je pense que notre stratégie, c'est qu'on est une petite équipe déjà. On fait pas mal confiance aux personnes qui sont autour, à nos partenaires. Donc, on Oui, écoute pas mal de gens, on écoute pas mal de retours. Donc, on s'adapte, on essaye de faire une plateforme qui est vraiment adaptée aux réalités africaines. Et en plus de oui, ça, on essaye de démarcher au maximum, enfin, toute personne qui serait intéressée par cette idée, par ce projet et qui pourrait nous faciliter soit l'accès à nos ressources, soit l'accès à un réseau qui pourrait nous permettre de convaincre le maximum d'étudiants pour pouvoir l'utiliser au maximum. Donc c'est ça d'accord, en fait. merci. D'accord, merci beaucoup, Cédou. Donc, on va revenir à Awa. Awa, Awa, vous me recevez? Oui, parfaitement. Donc, on peut parler d'impact. Depuis quand l'université virtuelle comment dirais-je, est conçue, depuis quand elle est créée, ou parlons tout simplement du concept en gros, depuis l'action jusqu'ici, est-ce que vous voyez cet impact? Alors, juste avant de répondre à la question qui vient de m'être posée, j'aimerais juste venir en appui par rapport à ce que M. Khan venait de dire tout à l'heure par rapport aux problématiques concernant l'accès au contenu, mais surtout à la fiabilité de nos contenus et la transcription sur le plan numérique. C'est aussi une problématique à laquelle on fait face, surtout au niveau de la bibliothèque numérique qu'on met à la disposition des jeunes. Mais bon, je reviens à la question qui vient de m'être posée. C'est Oui. aujourd'hui en termes d'impact, je suis quand même heureuse de constater que quand même depuis la création en 2018 de l'université officiellement, on a commencé à exercer réellement en novembre, en novembre 2019. 2019 avec tous nos partenaires. Exactement. Avec tous nos Oui. partenaires, que ce soit l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, tout ce qui est l'Université virtuelle de Tunisie, le consortium des universités francophones en général, et Mhm. aussi nos partenaires de INSA, HEC, etc. Donc,
aujourd'hui, le fait d'avoir tous ces gros partenaires derrière nous, du moins avec nous, qui offrent aussi des co-diplomations, fait partir des grands impacts qu'on a eu à faire jusqu'ici. Aujourd'hui, la plateforme compte à peu près 1500 étudiants inscrits dans les programmes de master généralement et également surtout dans les programmes entrepreneuriaux qu'on a pu créer. Aujourd'hui, grâce aussi à tout ce qui est accompagnement de la division pédagogique du ministère de l'Enseignement, ça nous permet aujourd'hui de donner une certaine crédibilité à nos formations, mais surtout de mettre en place des formations adaptées aux réalités du marché malien. On a des masters, du moins des formations en entrepreneuriat depuis le niveau DUT, qui permet à des gens qui aujourd'hui ont peut-être le DF, veulent se tourner vers l'entrepreneuriat, aussi des soucis de formalisation de l'informel. C'est un autre débat qui pourrait être peut-être abordé dans d'autres thématiques que vous aurez au niveau de votre plateforme. Ça permet aujourd'hui à ces jeunes-là qui veulent entreprendre, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la mécanique, etc., d'avoir des notions claires de l'entrepreneuriat et de comment bien gérer leur business afin de pouvoir créer de l'emploi derrière parce qu'on a aussi des soucis au niveau du chômage. En termes d'impact, on peut dire qu'on a surtout ces plus de 1000 jeunes qui sont scolarisés aujourd'hui à des coûts vraiment forfaitaires, qui ont aujourd'hui accès aux mêmes compétences que quelqu'un qui a les parents, qui a un peu le bras long, qui peut l'envoyer, que ce soit au Sénégal, en Tunisie ou en France pour étudier dans les meilleures écoles, qui vont créer aussi les mêmes impacts que nous qui avons eu de meilleures opportunités par rapport à certains de nos confrères. Donc ça, c'est aujourd'hui l'un des impacts majeurs qu'on rencontre aujourd'hui sur le marché malien, mais surtout un gros impact au niveau de l'acceptation de la plateforme également, parce que ça faisait partir de nos appréhensions au départ. On s'est dit, le Mali, déjà, la culture du digital, c'est pas trop ça. Comment dire, le fait que les jeunes s'intéressent au numérique, c'est juste pour les réseaux sociaux. Donc, comment leur faire accepter l'idée de venir apprendre à travers leur téléphone, leurs ordinateurs. Et on a vraiment été très agréablement surpris de voir que, certes, il y a encore des efforts à faire, mais les gens adhèrent vraiment au concept maintenant. Et il y a une grosse évolution au niveau du digital au Mali. Et c'est vraiment à féliciter. Donc, ça facilite et aussi l'émergence d'initiatives comme la nôtre, parce qu'il y a la place pour beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui viennent en soutien à l'éducation, parce que ça reste aujourd'hui la clé du développement d'un pays. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je laisserai aussi aux autres, du moins à M. Khan, de se prononcer sur le sujet. Et peut-être au fur des questions qui seront posées, on pourra développer au niveau impact. Donc, Seydou, on vous laisse la place. Donc, moi, je vais plutôt parler d'avenir plutôt que d'impact. Parce que nous, on est très jeunes dans la carrière. Donc, nous, l'impact, il est que, bon, très concrètement, on a des étudiants qui sont inscrits. On a à peu près 200 personnes qui sont dans nos bases de données qui utilisent le site au quotidien. Donc, c'est très, très positif dans le sens où ces jeunes étudiants qui vont quand même regarder des contenus, qui vont pouvoir accéder à des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose, même d'un point de vue personnel, qui peut être encourageant. Donc, l'impact, c'est pas que ça. Demain, nous, je le tourne dans le sens avenir. Donc, nous on souhaite avoir très prochainement de l'impact dans les lycées, dans les lycées, que ce soit à Bamako ou dans les régions. Donc, communiquer sur la plateforme au maximum, vraiment, pour pouvoir, dans un avenir très proche, proposer ces solutions, comprendre le besoin qui, aujourd'hui, nous, on l'a transcrit de notre façon, mais l'adapter encore mieux à ces réalités africaines en général. Donc, c'est vraiment ça. Nous, on est là, on est très agile. On a une vision de Yenetic qui est qu'on veut fournir une plateforme qui soit vraiment la référence au sein de l'Afrique. Donc, on n'est pas que, on a commencé au Mali, mais on n'est pas que malien. Donc, tout notre développement, toutes nos façons de concevoir sont de façon générique, de telle sorte que
n'importe quel système éducatif peut s'inclure dans nos plateformes. On a aujourd'hui le Sénégal qui est disponible. Demain, il y a un autre pays qui veut s'inclure directement. C'est ça. C'est proposer, dans un avenir très proche, une plateforme qui va permettre aux utilisateurs, en fait, vraiment d'être acteurs de leur formation. Et que nous, on soit D'accord. là pour les aider au maximum à eux-mêmes avoir de l'impact. D'accord, super, super, Cédou, merci. Et merci à Awa également. Donc, normalement, il y a Amine qui doit intervenir tout de suite pour vous poser ces questions notamment. Donc, Aminata, voilà, Aminata, je vous laisse avec Awali et Sédou Kane. Mais D'accord. Merci, Magan. oui, avant tout, je vais dire à nos auditeurs, toutefois, s'ils ont des questions à poser, juste après l'intervention, on va passer à vos questions. Toutefois, pour ceux qui sont connectés à travers leur téléphone, vous pouvez juste remarquer juste en haut de la face à gauche, il y a une petite icône où vous pouvez retrouver la discussion publique et poser vos questions. Maintenant, Aminata, je vous laisse avec nos deux intervenants. D'accord, merci, Magan. Bonsoir, Awa. Bonsoir, Aminata. J'espère que ça va. Très Coucou, bien. Et Cédou, vous? ça va? Tu vas bien? Bonsoir, Aminata, comment vas-tu? Bien. Alors, elle a posé à Wally, vu qu'elle est dans le domaine du numérique, pas seulement de l'éducation. Alors, Awa, selon toi, par exemple, quel est l'avenir pour la mécatique numérique au Mali, par exemple? Alors, c'est une question qui me réjouit. Merci beaucoup, Aminata, pour cette question. Je ne vais pas être pessimiste pour le marketing traditionnel pour dire qu'il vise à disparaître. Il y a encore de la place pour le marketing traditionnel. Pour ceux qui peut-être ne sont pas dans le domaine, le terme mercatique en général, c'est un terme francophone pour pouvoir parler du marketing. Mais comme nous qui sommes dans le domaine où on traite de chatter, on préfère un peu les termes anglo-saxons. Pour dire qu'aujourd'hui, le numérique s'incruste dans tous les domaines d'activité dans le monde. Ça peut partir de tout ce qui est entrepreneuriat, que ce soit en termes de business ou de commerce, mais surtout dans des secteurs plus improbables comme l'agriculture, comme l'élevage, bon, l'agriculture avec un grand A, pour dire que le numérique, il est présent partout et le domaine de la communication n'est pas resté en marge. Au contraire, il est le premier à adopter ces outils des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. À l'échelle planétaire, c'est quand même énorme. On est à près de 60% de taux de connectivité, du moins plus. Là, je parle de données de 2018, donc ça a beaucoup plus évolué maintenant. Je n'ai pas les données récentes en tête. Je laisserai la latitude à nos followers d'aller voir ça après. Pour dire qu'aujourd'hui, les consommateurs sont connectés, les habitudes évoluent. Donc, les entreprises doivent s'aligner aujourd'hui. Ce qui fait que la communication doit utiliser les canaux sur lesquels sont les consommateurs aujourd'hui pour pouvoir les toucher. Ce qui fait ce qui fait que le marketing aujourd'hui vise à être essentiellement numérique. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme tout ce qui est social media, tout ce qui est marketing web, etc. Mais pour dire que le web, c'est là où se trouvent les consommateurs et c'est ce vers quoi les entreprises doivent se tourner aujourd'hui. Certes, la télé est encore regardée par une catégorie de cibles, mais tout dépend de ton activité et de là où se trouve ta cible actuellement. Donc, voilà. Merci, Awa. Alors, la deuxième question, c'est à M. Khan. Alors, Cédou, quelles sont les répercussions du digital sur la génération future, par exemple, surtout au Mali? Je pense que c'est une question aussi, en tout cas, elle est super intéressante, mais si on se met à la développer, je pense qu'on peut organiser tout un webinaire là-dessus. Mais je pense qu'il y a deux choses quand même. Il y a le premier qui est très positif, qui est que grâce au digital, les jeunes apprennent très vite et les jeunes
deviennent de plus en plus curieux. Donc, ils sont pas comme nos grands frères, nos aînés. Donc, il y a un problème, il y a un souci. Directement, le réflexe, c'est vérifier sur Google si ça existe. Donc, ça, c'est l'un des côtés très positifs du digital. Donc, aujourd'hui, ça fait que on est face à une génération qui est très connectée, donc de sa façon de faire, qui a envie de capturer le moment, l'envoyer à ses potes, le partager. Enfin, c'est toute une nouvelle façon de faire, en fait, qui est là. Voilà. Si on n'est pas dedans, généralement, on dit qu'on est déconnecté. Et ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, le risque qu'il peut y avoir. Parce que voilà, on le vit déjà dans pas mal de pays. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui sont victimes de ça. Au lieu de l'utiliser dans un sens positif, ils ont tendance à s'oublier dans cette sphère-là avec ce monde virtuel qui fait que voilà, ils sont en contact avec des personnes qui ne sont pas forcément des personnes qu'ils ont connues. Ça peut créer pas mal de choses et il y a pas mal de côtés un peu négatifs. Donc c'est pour ça, c'est ça. Nous, demain, jeunes enfin, qui travaillons dans ce secteur-là, de pouvoir dire, OK, comment on fait pour capter l'attention de ces jeunes-là qui sont un peu perdus et leur dire, OK, ayez toujours confiance au digital, vous pouvez toujours vous amuser, utiliser les réseaux sociaux pour faire autre chose. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez toute cette partie-là, en fait, qui est intéressante, qui vous permet de vous cultiver, d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, mais tout en restant directement chez vous, sur un smartphone, sur un mobile ou sur un PC. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Et je pense que le digital peut avoir des impacts positifs comme des impacts négatifs. Donc, du coup, on se doit vraiment d'être acteur là-dedans et d'accompagner les jeunes, en fait, comme le faisaient nos aînés dans d'autres parties de nos cultures, mais les accompagner cette fois-ci dans cette partie digitale et les permettre de pouvoir l'utiliser au mieux. Alors, compte tenu des obstacles auxquels nous faisons face, par exemple en Afrique, surtout au Mali, par exemple des problèmes de connexion, tout le monde aussi n'a pas accès au portable, surtout dans les lieux reculés, dans les villages et tout. Selon vous, quelles sont les pistes de réflexion sur une bonne digitalisation de l'éducation malienne? Tu veux commencer, Awa ou... Ok. En fait, la Alors, question, c'est pour vous deux. si je me permets. C'est pour moi? Ah, On d'accord. commence par Awa. Ok. Mais déjà, je trouve que c'est une question qui est très importante. Je ne sais pas si vous me recevez, si la qualité, Oui. elle est toujours là. Oui, oui. Ah, parfait. Donc, je disais que, étant donné les gens qui se trouvent dans les zones rurales, j'appellerais ça comme ça, ont moins de facilité d'accéder au TIC en général, c'est-à-dire que ce soit le mobile ou la connectivité. En général, c'est complexe. Mais il existe d'autres canaux en termes de technologie de l'information et de la communication. Je parle notamment de la radio. Que ce soit aujourd'hui à travers les postes radio ou que ce soit à travers des téléphones, quel que soit le niveau aujourd'hui du téléphone, que ce soit un smartphone ou non, on a au minimum une application ou une fonctionnalité radio. Et aujourd'hui, la radio, même si pour notre génération, elle semble démodée, mais elle est encore très, très utilisée dans les zones rurales. Et ça peut être un moyen très important de faire, du moins de combattre le gap au niveau information et au niveau éducation aujourd'hui. C'est un canal à exploiter. Et moi, je pense que c'est un canal qui peut être beaucoup plus utilisé, du moins sous-côté, je dirais, qui ne l'est actuellement. Il y a aussi le code USSD qui a été libéralisé au Mali. C'est une avancée énorme. Il y a des pays beaucoup plus avancés en termes de numérique qui n'ont pas encore cette opportunité-là. Aujourd'hui, ça peut être un canal qui peut être utilisé pour diffuser l'information au niveau malien, au niveau africain. Donc ça, c'est des pistes qui sont très intéressantes, qui peuvent être exploitées.
Il y a également aussi les moyens traditionnels qui sont là, tout ce qui est griot ou chef de village, etc., qui peuvent être des moyens auxquels on peut s'adapter aujourd'hui pour faire passer l'information. Donc, je vais laisser Cédou se prononcer sur le sujet également. Moi, je pense que je vais juste rajouter quelques points, mais effectivement, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est le fait de pouvoir l'adapter à nos réalités. Donc, comme elle a si bien dit, Awa, on a des zones où on a très peu d'accès direct, donc on peut passer par tout ce qui est réseau sans fil pour pouvoir connecter les personnes. Euh, c'est l'une des forces même en fait aujourd'hui de l'Afrique hein, en général. On peut s'étonner de voir des pays comme le Mali ou voilà la Côte d'Ivoire où on a une très bonne couverture réseau, même si l'accès devient un peu compliqué par rapport à des pays développés comme la France par exemple. Ça c'est des réalités. Parce que tout simplement, c'est des façons de faire qui se sont directement transformées et appropriées à la culture locale. Donc, c'est ça, on a des contraintes, on a la technologie. Après, derrière, c'est à nous de réfléchir à ça. Donc, la piste a été évoquée. Pourquoi ne pas repartir de nos anciennes façons de faire? Et moi, je pense que ce qui pourrait aussi être intéressant, surtout, c'est pour les régions où il y a l'accès, de pouvoir vraiment maximiser là-dessus. C'est, OK, aujourd'hui, je vais prendre le cas de, par exemple, on dit qu'à Gao, il y a un accès et que Kidal, ça devient très compliqué. Pourquoi ne pas utiliser cette zone où on a le maximum de points de contact comme hub, où les zones reculées pourront peut-être de temps en temps, je pense par exemple à la connexion, s'il y a un problème de connexion, on peut à travers le niveau central envoyer un cours à Kidal, ils vont recevoir le cours et une fois qu'ils reçoivent le cours, typiquement, ils peuvent l'enregistrer et le mettre sous forme de CD ou d'accès pour que derrière, il n'y a plus de problème de connexion, que la connexion, l'information soit transmise directement sur un support USB ou quelque chose comme ça. Donc tout ça, c'est des choses qui sont faciles à faire. À partir du moment où on est là, on est assis, on réfléchit ensemble. Il y a des experts en télécommunication et des experts comment dire, en aménagement. Il y a pas mal d'experts au Mali et on est diplômés dans tous les sens. Donc les Maliens quasiment ils ont fait dans toutes les écoles. Donc ça, c'est une fierté. Et je pense qu'à partir du moment où on admet le problème, on le reconnaît, on le pointe du doigt, je pense que très rapidement, on peut trouver une solution. Ça, c'est plus Alors, la ça la question piste de que... réflexion. D'accord, désolée. Alors, la question que je me pose actuellement, nous savons très bien que nous sommes dans un monde digitalisé et on est de plus en plus connectés. Ma question, c'est que pensez-vous qu'en Afrique, soit au Mali, l'école va laisser place à l'e-learning? Donc, je pense que je vais commencer là-dessus. D'accord. En fait, ça, c'est une question très intéressante et je pense qu'elle n'est pas que malienne, elle est générale. Mais c'est très intéressant parce qu'en en fait, euh, avec l'université malienne, ça vient complètement casser les codes. Ok, on n'a plus besoin d'aller à HTech. Voilà, quelqu'un peut s'asseoir dans son salon. Il est assis, il regarde son ordi. Entre-temps, il fait autre chose. Il peut avoir son business à côté qu'il développe sur Internet. Et en même temps, à la fin du mois ou à la fin de l'année, il aura le même diplôme. Donc, qui peut être même mieux parce que s'ils sont des partenariats avec des universités externes. Donc, ça casse le code. Et moi, je pense que ça oblige les universités physiques à s'adapter. Ils n'ont pas le choix. Donc, s'ils veulent toujours être compétitifs dans ce domaine-là, et du coup, ils se doivent d'utiliser le maximum de processus digitalisés. Et donc, ça revient à ce que globalement, le niveau même de l'éducation, vu qu'il y a une compétition, donc en fait, tout le monde va essayer de s'améliorer. Donc, ça, je pense que ça peut être vraiment un point clé. Mais je pense qu'on aura toujours besoin à un moment pour des formations spécifiques qui nécessitent, par exemple, si je prends le cas de la mécanique, la menuiserie, c'est très difficile de se former derrière un ordinateur quand on a, voilà, quand on n'a pas toutes ces choses-là. Donc, du coup, je pense qu'il y a des choses qui vont quand même rester. Une majorité va être sur Internet, c'est déjà le cas.
Et ça, c'est très bien. Et du coup, ça laisse la place à pas mal de choses. Mais en tout cas, globalement, il y a les deux qui vont quand même, ils vont devoir exister ensemble. Mais ça va dépendre du choix de la personne. Soit la personne va choisir l'e-learning pour une partie de son parcours, ou bien complètement pour son parcours, ou bien va essayer de faire un mix entre les deux. Mais je pense que c'est des choses qui vont exister en parallèle. D'accord. Alors, la question est posée aussi à Awa. Alors, merci Aminata pour cette question parce que comme M. Khan l'a dit, c'est une question qui est très intéressante et qui s'inscrit surtout sur un plan international. Je pense qu'il a touché à peu près aux points intéressants. Je ne vais pas revenir sur ces mots. J'ajouterai juste que quel que soit le domaine du développement, on doit rester. Et ça, l'enseignement n'est vraiment pas en marge. Et puis, tu as parlé de l'exemple de tout ce qui est mécanique ou peut-être de la chirurgie qui vont peut-être prendre plus de temps à se virtualiser à 100%. Mais je pense qu'il y a aussi des technologies qui sont mises en place comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, comme tout ce qui est permis qui sont j'ai confiance au fait que le contact humain ne peut pas disparaître complètement. Euh, c'est même pas positif pour notre génération. Il serait intéressant que ça puisse rester, mais quel que soit le temps que ça va prendre, parce que ça ne peut pas non plus aller crescendo, ça va dépendre de l'adaptation, l'évolution de l'humain et du digital et du digital. On est que le contact humain, c'est ce que j'aimerais au propos de M. Khan. D'accord, merci. Merci, Sédou. Magan, j'ai terminé. En tout cas, merci beaucoup Aminata pour ces questions. C'était très, très intéressant. De rien. D'accord, merci beaucoup Aminata et merci surtout à Awa et Sidou d'avoir répondu à ces questions. Et j'avoue que moi-même, je viens d'apprendre assez à travers les questions. Donc, avant de passer aux questions dans les chats, je vais demander à tous les deux, si toutefois, Awa, et comment dirais-je, que pensez-vous de la concurrence actuellement? Est-ce que vous avez l'université virtuelle du Mali a fait face à de la concurrence au Mali ou en Afrique en général? Alors, j'aimerais pas vraiment. Déjà, merci pour cette question. C'est très intéressant. J'aimerais pas parler de concurrence parce que Oui, pour moi, tout ce qui est initiative qui vient en appui à l'éducation d'un continent, d'un pays, c'est une initiative du moins à accueillir à bras ouverts. Je parlerai de exactement. contraire, d'initiatives du moins qui je pense qu'il y en a de plus en plus, peut-être qui n'ont pas la même ampleur que la nôtre aujourd'hui, qui peut-être n'offrent pas de diplomation, etc. Mais le fait de lancer l'université virtuelle en premier a laissé la porte ouverte à beaucoup d'autres initiatives, c'est-à-dire que ça permet aux gens de plus avoir conscience des défis auxquels, du moins, font face le secteur de l'éducation. Et ça permet en fait de faire en sorte que des initiatives des jeunes entrepreneurs de l'enseignement, que ce soit virtuel ou de l'enseignement en général. De plus en plus d'initiatives qui sont en train de naître de jour en jour. Et j'encourage vraiment ce type d'initiative-là, mais je lance surtout un appel aux gens. Il ne s'agit pas de créer pour créer, mais surtout de joindre nos forces afin de créer le plus d'impact positif possible sur la jeunesse en général. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais dire Exactement. par rapport à ça. Ah, d'accord. Et Seydou, vous avez quelque chose à y ajouter? Oui, je suis juste pour dire que vraiment, je pense que c'est ça, le terme concurrence, je pense qu'il est un peu fort dans le sens Mhm. où on a tout à faire dans nos pays, donc tout est à développer. Et donc, moi, je parle plus de partenariat et d'encouragement, c'est plus ça. Demain, quelqu'un qui a une idée comme ça, donc je suis vraiment quelqu'un qui va l'approcher
pour essayer de demander comment on peut Oui, travailler ensemble. Moi, je suis toujours dans cette optique-là, comment on peut travailler ensemble. Parce que je pense qu'il y a toujours des points comment dire, de connexion. Et donc, ouais, c'est oui, vraiment ça. C'est plus des partenaires potentiels que je vois plutôt que des concurrents directs. Mais c'est intéressant parce que d'accord. voir que quelqu'un qui travaille qui vient de lancer la même chose que toi, t'encourage à déjà augmenter la qualité À te donner à tes offres. Exactement. Et ensuite, derrière aussi, savoir que voilà, ce que tu fais a de l'impact ou est intéressant. exactement. Donc, merci Sédou et une fois de plus. Donc, je demande une fois à tout le monde de désactiver vos cas et micros, s'il vous plaît. Avant de passer aux questions dans le chat, j'aimerais bien souligner qu'au début de la conférence, il y avait Yamadou Diawara qui était tout de suite avec nous. Elle nous a même laissé un message. Et il y a Djibril notamment qui nous aussi. Donc, j'en profite pour remercier toute l'équipe de famille, surtout pour votre disponibilité et tout ce que vous faites pour le Mali jusqu'ici. Je pense que c'est surtout à nous de vous remercier parce que c'est toujours gratifiant de voir aujourd'hui que des jeunes Maliens sont aujourd'hui de prendre conscience des problématiques auxquelles on fait face et de voir que la jeunesse aujourd'hui est en train de migrer vers ce que j'appellerais le solution orientation. Et des plateformes comme Jeunes et Ambitieux sont vraiment à appuyer et à soutenir pour pouvoir faciliter le développement du pays. Merci beaucoup. Awa. Donc, maintenant, on va passer aux questions. Je rappelle une fois de plus à nos auditeurs, tous qu'ils veulent poser des questions. Il faut juste remarquer en haut à gauche de l'interface, vous allez voir une toute petite icône où vous pouvez retrouver la discussion publique là-bas et poser toutes vos questions. Nous avons une première réaction de la Lamine qui, je vais me charger de lire toutefois si à la fin je vois il y a une question. Il dit, nous savons que les problèmes d'accessibilité à l'internet est un vrai challenge en général dans presque les pays africains, notamment pour les jeunes. Quelles sont les précautions prises pour faciliter l'accessibilité au contenu numérique? Je vais vous répondre. C'est possible de reprendre la question. Oui. Il demande quelles sont les précautions prises pour faciliter l'accessibilité au contenu numérique. Je pense que vous avez eu à traiter ce point. L'un C'est de vous, ça, exactement. Je pense toutefois, qu'on oui. l'a abordé. Et juste en quelques mots, je pense que voilà, ça a été discuté. Et il y a pas mal de choses, il y a pas mal de chantiers. Pour résumer, la réponse, c'est on a les acteurs publics et aussi les jeunes entrepreneurs qui doivent intervenir pour essayer de travailler ensemble là-dessus. Mais c'est un vrai challenge qui n'est pas que malien. D'accord. Merci. Ah, vous avez quelque chose à y ajouter? Je pense que c'est un peu ça. On a eu peut-être à parler de pistes qui sont en train d'être faites, du moins exploitées au niveau de nos deux projets. Mais j'aimerais aussi parler d'accessibilité au contenu numérique en lançant un appel à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, Oui. certes, on critique beaucoup les problèmes au niveau de la connectivité, etc. Mais des jeunes qui sont même à Bamako, qui ont plus de facilité à accéder à la connectivité et aux ressources en général, préfèrent dépenser leurs 1000 francs de connexion à chatter sur Facebook, à poster des photos de leur dernière sortie en boîte de nuit, que Exactement. d'investir cette ressource-là dans leur propre formation. Et franchement, Exactement. s'il y a des gens qui m'écoutent, que je peux changer la mentalité d'une seule personne, aujourd'hui, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est en vous-même. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui paye. Donc, préférez capitaliser vos ressources sur votre propre formation que dans l'aspect ludique. Certes, elle est là, mais il faut aussi savoir prioriser à un moment donné. Donc, voilà un peu ce que j'avais à rajouter par rapport à ce point. D'accord. Merci, Mawa. Je veux passer à Fatoumata Keita. Je pense que pour elle, c'est un coup tard. Elle dit, je remercie Jeune Ambitieux pour cette conférence. L'université virtuelle du Mali cette université virtuelle du Mali est en train de renforcer l'éducation et à un vraiment abordable.
J'invite vraiment les Maliens à s'inscrire. Merci à vous pour ce que vous faites pour le Mali. Et concernant le prix, vos inscriptions sont à un prix abordable. La personne, elle a posé des questions, mais plutôt un commentaire. Mais j'ai l'impression que quelqu'un qui s'y connaît en quelque sorte. Je pense aujourd'hui, en termes d'accessibilité côté prix, Oui, sans vouloir nous jeter des fleurs, on a vraiment, du moins, fait un gros challenge, du moins relevé un gros challenge à ce niveau-là. On parle quand même d'accessibilité à des formations de master à 20 000 francs CFA. Je laisserai oui, chacun faire la conversion dans la monnaie qu'il maîtrise le mieux et des formations beaucoup moins chères en soutien à la période de Covid-19. Les bachelors et les DUT étaient quand même à 30 000 francs. Ça, c'est les frais d'inscription. C'est une université sans coût de scolarité. Tu payes ton inscription annuelle et tu suis les programmes gratuitement. Donc, c'est un peu des tarifs qui sont là. J'inviterai ceux qui sont vraiment intéressés à aller faire un tour sur le site de l'université. Tous les détails sont là par rapport aux différents programmes qu'on offre et par rapport aux différents tarifs des formations. Je ne vais pas profiter de la plateforme pour faire de la publicité, mais non, j'invite non, vraiment mais aux bien curieux sûr, bien d'aller sûr, faire. bien sûr, bien sûr, ah ouais, il le faut, il le faut. C'est déjà ça, moi, mon objectif en quelque sorte. Et je vais en profiter pour demander à tous les deux de par la suite de laisser des liens, si possible, dans le chat. Avant qu'on termine avec le truc, il le faut absolument il le faut en quelque sorte, au fait. Ce serait pas Ça me promotion, fait mais plaisir parce que moi, déjà, j'ai une casquette de marketeuse. Donc, quand tu me parles d'opportunités en termes de promotion, je la saisis. Mais juste pour dire que j'invite vraiment les jeunes qui vont peut-être voir l'enregistrement ou qui assistent à ce webinaire d'aller faire un tour sur la plateforme de l'université virtuelle ou surtout de nous contacter via le service scolarité et orientation parce que vraiment, il y a tout un staff d'orientation qui sont là. Peut-être des gens qui sont déscolarisés ou qui ont fait des formations et qui veulent s'orienter vers d'autres formations. Il y a vraiment une équipe qui est là pour tout ce qui est conseil en termes d'orientation en fonction de vos différents profils. Je laisserai peut-être tout à l'heure dans les commentaires les différentes adresses. Vous exact. pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux. Je me ferai vraiment un plaisir d'aider chaque personne de la meilleure des manières que je pourrais. Donc voilà ce que D'accord, j'avais un peu super, à dire. super. Je crois que Cédou aussi, il va faire pareil. Il va donner ses coordonnées dans le chat. Et ensuite, nous avons Amadou Diawara qui nous a laissé un commentaire également. Il a souligné pour l'engagement pour l'Afrique. C'est surtout Amadou, je reviens là-dessus, c'est surtout Amadou et toute l'équipe que nous remercions également. Vous avez surtout fait un grand pas dans le digital au Mali. Et j'ai même souligné également qu'on aura un jour à faire un webinaire avec lui pour parler de tout ce qui est l'avenir de la technologie au Mali. Donc, il y a ensuite Lamine. Et je pense que cette question, elle est adressée spécialement à Awa. Il y a Lamine qui dit, comme perspective, je vous propose, d'accord, comme perspective, je vous propose de faire d'Orange Mali un sponsor de votre plateforme et non un partenaire offrant une connectivité à moindre coût pour tous ceux qui vont s'inscrire à votre plateforme grâce à un accès libre uniquement à la page de la plateforme. Donc, je pense que ça serait un plus pour Awa. Je ne sais pas si vous me recevez toujours parce que j'avais Oui, été oui, bien déconnectée sûr, du son. bien sûr, bien Parfait. sûr. J'avais vu un peu la contribution de Lamine, que je remercie d'ailleurs. Ça m'a fait sourire parce qu'actuellement, des discussions sont engagées. Je n'aimerais pas me prononcer là-dessus par rapport à cela. Mais pour ce qui est de la gratuité totale de l'accès à la connectivité, c'est une question qu'on a abordée lorsqu'on était vraiment en train de passer au partenariat avec Orange. C'est que certes, c'est possible de le faire et Orange était vraiment pour, mais il y a aussi souci de sécurité parce qu'on parle de tout ce qui est confidentialité des données. On parle Exactement. également de l'utilisation, de l'usage que les gens feront. Le fait de donner un accès ça peut nous confronter plus tard à des problématiques de sécurité. C'est assez technique. Je n'ai pas essayé d'aborder les aspects techniques, mais il peut y avoir des soucis techniques derrière ou des personnes mal intentionnées. Donc aujourd'hui, le fait de faire payer les gens un tarif forfaitaire permettrait de garder une certaine maîtrise sur qui fait quoi et sur comment réagir aux interactions qu'il aura avec la plateforme dans le futur. Donc c'est un peu la stratégie qui a été mise derrière pour ne pas se faire confronter à des problématiques beaucoup plus graves derrière. Mais pour ce qui est de faire de Orange
du moins de la mine, il y a des discussions très poussées qui sont en cours et il y a des choses assez intéressantes qui arrivent dans les jours à venir. Donc voilà. D'accord, d'accord, merci. Donc, il y a une question de la part de Ba. Ma question est de savoir, je pense que la question, elle est adressée à Seydou Khan. Ma question est de savoir si avec Yelentik, il compte gagner de l'argent, si oui, comment, ou bien c'est à but non lucratif. Je me permets de dire ça. Je pense que c'est une question très intéressante, effectivement. Oui, est-ce qu'on compte gagner de l'argent? Je pense que c'est quand même l'objet d'une entreprise, mais nous, à la base, c'est pas vraiment notre priorité. J'ai eu cette discussion-là quand il fallait me positionner sur le volet soit impact, soit vraiment entrepreneuriat. Donc Mhm. aujourd'hui, on est vraiment sur l'impact. Donc Yelentic, la vision, c'est qu'on va proposer des services qui seront accessibles et gratuits pour, on va dire, couvrir les besoins de base. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre façon de faire. Demain, s'il y a des services en plus sur les accompagnements, sur des besoins spécifiques d'un utilisateur ou d'un étudiant, là, oui, effectivement, ça pourrait être des services qui pourraient être facturés, soit directement par Ionetic, soit par nos partenaires. Donc ça, c'est des choses qui seront là. Et donc oui, effectivement, à un moment, il y aura quand même peut-être des choses, des compensations financières de l'étudiant. Mais aujourd'hui, à date, non, c'est pas la plateforme ne C'est pas gagne le pas cas. du tout. Donc voilà, ne D'accord, gagne pas du d'accord. tout. Et c'est pas notre, Merci, merci. Il y a encore une réaction de Mariam Karim. Très intéressant. L'éducation numérique est un facteur très important et une opportunité pour les jeunes d'étudier et de travailler en même temps. Le monde devient tel qu'on ne se voit plus passer des heures dans les salles de classe pour étudier. Avec le digital, l'apprentissage devient plus facile et aisant. On peut apprendre à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Exactement, Mariam. Donc, merci pour la contribution. Et on a la Koulibaly. Un grand merci à Jeune Amitié et aux panélistes. Ma question est la suivante. Comment l'éducation numérique compte s'en prendre avec les apprentissages des travaux pratiques? Je pense que cette question, elle est vraiment intéressante et on va la place à Awa pour y répondre. Awa, vous nous recevez? Alors, j'ai J'ai du perdu mal à un bout de entendre la la question question. par contre. Exactement, ça a un peu haché. Oui. Ok, ok. Donc, je reprends. La personne demande comment l'éducation numérique compte s'en prendre avec les apprentissages nécessitant des travaux pratiques. C'est-à-dire dans les filières où il y a du pratique, peut-être dans le BTP, je dirais, par exemple, comment le numérique veut s'apprendre pour donner c'est-à-dire des sciences de travaux pratiques. Alors, je remercie la personne qui a posé la question. J'ai manqué le nom, donc je ne vais pas Nassine m'aventurer. Koulibaly. Ah, D'accord. merci à M. Koulibaly pour la question. Je pense que c'est très intéressant. Ça avait déjà d'ailleurs été abordé dans les propos de Seydou tout à l'heure. Oui. En fait, des filières comme tout ce qui est médecine ou peut-être les BTP, la mécanique, des filières qui nécessitent vraiment la technicité sont ceux qui rencontrent le plus de difficultés avec. Mais il y a beaucoup d'initiatives, d'alternatives qui sont peut-être mises en place. Je parle notamment dans la médecine. Ils utilisent des technologies comme tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée ou les logiques 3D pour pouvoir faire tout ce qui pratique. Et c'est pas parce que tu fais de l'enseignement virtuel que le cours humain doit dire à 100%. Il y a des écoles qui, c'est de la formation à des examens finaux se passent de façon physique. Et souvent, c'est des alternatives que les mettent en place pour tout ce qui est sessions pratiques, peut-être de les faire soit en physique, soit de mettre des alternatives comme augmented reality ou virtual reality ou peut-être tout ce qui est technologie 3D pour pouvoir jouer sur l'aspect pratique. C'est des enjeux qui sont là, c'est des défis qui sont là. Du moins, il y a des solutions qui sont en train d'être apportées, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. D'accord, d'accord. Merci, merci, merci. Et j'aimerais savoir, il y a une question de Alassane qui dit, j'aimerais savoir comment le suivi du programme est fait. Alassane, vous allez répondre au suivi du programme en quelque sorte. Ou on va laisser la place à ça.
quelques Je ne sais difficultés pas à si, recevoir. voilà. Je ne sais pas si c'est c'est bon, mais moi, j'ai perdu un bout de la question. C'était un peu haché. Donc, la personne demande, comment dirais-je, je me laisse savoir comment le suivi du RAM est fait au fait. Comment vous faites le suivi de toute aide de la pension. Euh, j'ai bien compris la question, mais il s'agirait de savoir comment est fait le suivi des étudiants sur la plateforme. C'est bien ça. Exactement. C'est-à-dire, côté examen, etc. C'est des programmes de suivi beaucoup plus rigoureux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés par l'enseignement virtuel en se disant que c'est facile, mais du moins, je peux faire un guillemet là-bas pour vous dire que c'est beaucoup plus complexe que d'enseigner en physique, parce que ça nécessite beaucoup plus de rigueur personnelle et beaucoup plus d'investissement. Mais c'est beaucoup compliqué parce qu'il n'y a pas l'aspect physique. Là, il y a mes écouteurs qui sont déchargés. Je ne sais pas si vous me recevez toujours. Exactement, oui. Continuez. Alors, je disais donc qu'aujourd'hui, nous, on est en place d'évaluation modulaire. Tu es évalué sur la plateforme. C'est-à-dire qu'après chaque module, tu es évalué, mais il y a aussi des systèmes d'examen finaux qui sont là, qui se passent dans des points focaux par zone. On a des espaces numériques ouverts par zone où les examens se font de façon du moins physique. Et ça, c'est des exigences du ministère de l'Enseignement qu'on doit respecter. Il y a aussi des enjeux qui sont là pour ceux qui sont inscrits peut-être de la Mauritanie, du Niger ou du Tchad qui sont sur la plateforme. On a des partenaires dans ces zones-là aussi qui permettent à ceux-là d'avoir un suivi dans nos espaces numériques ouverts. En termes d'appui, toujours, il y a un centre, du moins un centre d'appel qui est là, qui permet à ce que les étudiants puissent tout le temps être en contact avec leurs formateurs, les appeler, poser leurs questions. Il y a des chat groupes qui sont intégrés à la plateforme de e-learning pour des focus group entre étudiants ou entre étudiants-professeurs, qui permet aussi d'avoir un système de soutien scolaire. Donc, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour faciliter l'apprentissage de façon globale, mais ça demande surtout de la rigueur personnelle et de l'investissement personnel. Voilà ce que j'avais un peu à dire par rapport à ça. D'accord. C'est d'où vous allez ajouter quelque chose. Moi, je voulais juste dire, faire un peu le lien entre les deux questions, entre celle qui vient de poser et la précédente. Alors, en fait, pour faire, moi, je pense qu'il faut qu'on soit clair sur les objectifs de l'apprentissage virtuel. Donc, il ne s'agit pas de complètement remplacer certaines parties qui sont des points clés, par exemple, comme un examen de fin d'année, qui doivent être faits de façon standard, avec des règles, avec des normes à respecter. Donc, si je peux rajouter juste par rapport à la question précédente qui était comment, avec le digital, on arrive à faire dans ces domaines-là. Donc, je pense que les deux questions sont liées. Il faut une partie virtuelle pour le maximum de simulation, pour le maximum de travaux, on va dire, plus personnels, d'efforts personnels, de s'entraîner au maximum. Parce qu'on ne peut pas avoir un professeur toute une journée. Mais sur une plateforme virtuelle, on peut décider toute une journée de dire, OK, aujourd'hui, je ne fais que ça et je ne ferai que ça. Alors que dans la réalité, ce n'est pas possible. Mais il y a des points où on est obligé d'être présent. On a des examens à suivre, on a des centres où on aura des vraies personnes qui sont là pour nous évaluer. C'est comme, voilà, si je prends l'exemple des pilotes, ils vont faire des simulations dans des logiciels. Dans des vols, Et jusqu'à un moment où voilà, ils seront prêts, ils vont aller faire la pratique sur le terrain. Donc c'est ça, en fait, il y a toujours les deux. On ne peut pas les dissocier. Donc je pense que la digitalisation va aider à augmenter toutes ces personnes qui aimeraient avoir le maximum de pratique, donc d'avoir la flexibilité de faire ça quand ils veulent, et où ils veulent, et surtout le nombre de fois qu'ils veulent. Et après, derrière, ils pourront être prêts pour avoir les top scores dans les examens. Et voilà, donc ça, c'est logique. D'accord. Merci, Sidou. Et il y a une autre question là, qui dit, moi, je vous suis à partir du Niger, l'élection est réservée aux mains. Quelle est la fiabilité de vos diplômes? Awa, vous allez y répondre. Vous me recevez? Oui,
Awa, Awa, Donc, voilà, allez-y. ah, parfait. Allô? Si j'ai bien saisi la question, c'est une personne qui se questionnait sur la fiabilité de nos diplômes, c'est bien ça? Et si toutefois, lui, vu que lui, il est Nigérien, toutefois, c'est possible pour lui d'accéder à vos programmes et la fiabilité des diplômes. D'accord. Merci à la personne pour la question. Déjà, pour quelqu'un qui se trouve au Niger ou ailleurs en Afrique ou dans le monde, c'est bien possible à la personne de s'inscrire à nos programmes. Qui est ouvert à tous. On a d'ailleurs des apprenants qui sont inscrits depuis le Gabon, la Mauritanie, le Tchad et même le Niger. On a beaucoup d'étudiants qui nous viennent du Niger. Pour dire qu'aujourd'hui, l'enseignement est les sans frontières. Aujourd'hui, moi qui suis malienne, j'étudie dans des universités maliennes ou françaises. C'est la même chose pour nos pays africains. Donc, ça, ce n'est vraiment pas une problématique. Et pour ceux qui ont la fiabilité de nos diplômes aujourd'hui, étant donné qu'on est à notre première année d'exercice, les diplômes sont reconnus par le gouvernement malien, par l'État malien. Et pour ceux qui sont de nos programmes double diplômants, par exemple, si tu fais un programme et, avec INSA, il est reconnu et par le Mali, par la un programme avec l'Université virtuelle du Sénégal, il y a la diplomation malienne aussi, parce que eux, vu qu'ils ont plus d'expérience, ils sont certifiés par le CAMES maintenant. Nous, il va nous falloir encore peut-être une promotion de sortie pour pouvoir avoir cette certification-là de nos formations. Mais pour dire que, quelle que soit ta position géographique, tu peux avoir accès à nos diplomations. Et pour certains diplômes, ils sont soit reconnus par l'État malien, reconnu au niveau CAMES ou au niveau international. Donc, c'est un peu ce que je veux dire par rapport à ça. D'accord, d'accord. Et la personne a également posé la question sur, comment dirais-je, si entre vous deux, vous pensez à un partenariat, mais je pense que c'est parce que je sais que c'est probablement pour la première fois qu'Awa vient de connaître Yelentik, c'est bien le cas, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs l'une des choses que je trouve la plus gratifiante par rapport à l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui, c'est que ça me permet aujourd'hui de découvrir des initiatives jeunes. Je parle au nom de l'université virtuelle et de la Fondation Famille en général, qui sont aussi gratifiantes et qui ont les mêmes objectifs que nous. Et je pense que tous les deux, on a eu à aborder cela dans nos propos. Il s'agit aujourd'hui de joindre nos forces pour créer le plus d'impact. Ça serait intéressant pour nous de discuter après cet entretien-là aujourd'hui avec cette communauté qui nous suit, quelque chose de beaucoup plus, du moins de se voir en inbox, je dirais ça comme ça, de voir un peu quelles sont les pistes de collaboration qu'on pourrait avoir pour maximiser du moins les impacts qu'on aura au niveau de la jeunesse africaine. Donc voilà, je pense que c'est très intéressant de collaborer, comment voir, comment joindre nos forces pour pouvoir mener à bien nos missions. D'accord, d'accord, super. J'imagine que ça vous intéresserait dans l'avenir de collaborer avec une entreprise comme Famille. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on a pas mal de choses et même dans le débat, il y a pas mal de points qui collent, qui matchent avec notre vision. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. D'accord, d'accord. Donc maintenant, presque il nous reste à peu près 10 minutes. Donc, je voudrais là essayer de mot de clôture. Toutefois, vous avez des données à nos auditeurs. Alors, j'ai perdu un bout. Ah d'accord, je pense que j'ai quelques problèmes de connexion. Je disais que vu qu'on est à la conférence, toutefois, je serai la place de donner quelques conseils à nos notaires comme mot de... Je pense que si j'ai bien compris, c'était de donner des conseils, peut-être un mot de fin, c'est ça? Exactement. Bah, je vais laisser peut-être le soin à M. Khan de commencer. Peut-être je le suivrai par rapport à ça. D'accord, merci. D'accord. Donc, moi, je pense que de notre côté, en tout cas aujourd'hui, si j'ai un appel, moi, à lancer, c'est vraiment ça, c'est de continuer à nous identifier entre nous déjà, de pouvoir dire, OK, aujourd'hui, on peut créer quelque chose parce qu'en fait, moi, je pense que tout le problème qu'on a
dans nos pays, c'est vraiment parce qu'on a négligé l'éducation, honnêtement. Franchement, je Ouais. pense que c'est vraiment la base de toute chose. Donc, pour qu'un pays puisse être conscient, savoir ses intérêts, il faut vraiment passer par cette phase-là. Et aujourd'hui, moi, je suis plus que content de voir qu'il y a tout un chantier là-dedans. Donc, quand je commence à réfléchir à ces problématiques, je ne savais pas que l'université, Ah ouais. Ouais, vous me suivez? oui, Voilà. je Donc, pense qu'il y a allons-y. quelqu'un. Oui, oui, Donc, je disais je- comment les jeunes peuvent aussi s'intéresser en fait, à ces personnes qui font des efforts, mais j'ai envie de dire, mais c'est incroyable de réfléchir à ça et se dire, OK, je le fais dans mon pays. Et il faut que les jeunes sachent que derrière, on le fait pour eux. Et ça, c'est très important. À partir du moment où ils comprennent ça, je pense que derrière, ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul. Ils vont avoir leur intérêt, ils vont, comme elle l'a dit tout à l'heure, au lieu d'investir 1000 francs dans du Snapchat, ils vont l'investir de façon très, très intelligente dans des ressources de qualité. Et ça, c'est très important. Si j'ai un appel à lancer, c'est ça. d'a- Il faut vraiment maximiser sur sa jeunesse pour profiter de toutes ces opportunités. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est ouvert. On a les mêmes choses quasiment partout avec l'Internet. Donc ça, c'est vraiment... Le Mali n'est pas en retard sur l'Internet. C'est le seul discours que je veux dire. Donc aujourd'hui, peu importe où vous vous trouvez, au Mali, vous n'êtes pas en retard sur Internet. Sur Internet, vous avez les mêmes chances. Donc, profitez-en, super. approchez-vous de ces plateformes-là et vraiment créer des liens et pouvoir former pour changer ce pays et changer vraiment les choses, quoi. Merci beaucoup. Et avant de vous laisser la je vais toutefois, Djibril, si toutefois il veut faire une petite par la suite, c'est pas question de nous donner son avis sur le lance en quelque sorte. Mais vous allez y aller en mode fin. Alors, j'ai entendu quelques mots. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit, mais j'ai un plan de durée, je pense. Si vous pouvez reprendre, ça serait parfait pour moi. Ok, j'ai vraiment un souci de connexion. C'est où vous me recevez? Là, ça va. Moi, je vous reçois. Oui. D'accord, Par moment, super. Donc, oui. oui, je disais que voilà, donc juste après, c'est d'où je vous laisse la parole pour votre fin. Ah, d'accord. Bah, déjà, je trouve que monsieur, il a abordé les points intéressants les plus et mon point peut aller dans son sens. Je lancerai surtout un appel à mes coachs générationnels, comme quoi faut arrêter de se victimiser. Parce qu'on est une génération qui aime ça. On aime beaucoup timider et on aime beaucoup rejeter la faute sur les autres. Certes, nos États ont beaucoup de choses à faire, ont vraiment à s'améliorer, mais à espérer un changement, il faut que le changement provienne de nous d'abord. Parce que c'est un peu comme la loi de Exactement. l'attraction. C'est du moins en émettant quelque chose que le retour va venir. Les changements viennent de nous, pas toujours l'espérer des autres. Et comme Seydou le disait tout à l'heure, apprenez à investir en vous-même. Apprenez à investir en vous-même. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure des armes peut avoir, la ressource la mieux partagée, c'est l'intellect. Mais il faut surtout apprendre à investir dans ta propre formation. Et c'est ce qui est de plus gratifiant. Donc, arrêtez de vous victimiser. Apprenez à investir en vous-même. Et dites-vous qu'il y a moins d'excuses aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément d'efforts qui sont en train d'être faits. Nos États prennent aujourd'hui en compte l'importance, du moins, de l'opportunité que représente le digital. Il y a des initiatives qui sont en train d'être créées par des jeunes Maliens qu'il faut soutenir et il faut être moins complexé parce que ce n'est pas toujours nécessaire d'aller jusqu'en Russie ou jusqu'en Chine pour étudier. On a de très belles initiatives qui sont là dans nos pays, faites par des gens qui viennent de notre continent, qui peuvent vous être bénéfiques. Donc, ce n'est pas toujours le coût qui importe, ce n'est pas toujours le côté européen ou occidental qui importe.
Donc, apprenez à investir en vous. Avec le numérique aujourd'hui, on a énormément de facilité à apprendre. La connaissance, elle est vulgarisée. Donc, choisissez vos combats. C'est bien de faire des snaps de temps à autre ou de faire des TikTok, mais de temps à autre aussi, allez-y sur des plateformes ouvertes, apprenez, lisez deux ou trois livres. Ça peut faire du bien également. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à nos co-générationnels en mettant dans les propos de Sid. Merci pour les deux. Donc, je demande une fois, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez activer votre micro. Ça nous fera bien plaisir d'avoir votre point de conférence. Ah bon, je pense qu'il est en train de nous laisser des chats. Il faut que les jeunes arrêtent de se victimiser. Les années, les universités seront transformées en centre. Ah, d'accord. D'accord. Mais je crois que quelques problèmes au Mali, comment dirais-je, aujourd'hui, sur côté connexion, chose qu'on a même senti à travers le nombre de nos auditeurs aujourd'hui. Donc, pour clôturer la conférence, je tiens surtout à vous remercier tous deux, à savoir Awa Idrissali et Sedoukan. Merci surtout pour votre disponibilité. J'en profite. Awa, il faut savoir qu'à chaque fois, je fais une petite pub pour le groupe famille. Et j'en profite une fois plus. Je dirais à tous nos auditeurs, c'est-à-dire il faut penser pour vos conférences à Kinzio, parce que déjà, c'est une plateforme conçue par des Maliens, chose que personnellement, j'ai bien aimé. De base, au début, on utilisait Google comme tout le monde. Mais une fois que j'ai su l'existence de la plateforme, je sais pas, c'était un devoir pour moi de venir ici. Vu que si toutefois, vu mon objectif de promouvoir la population malienne, il fallait surtout. Donc, j'ai nos auditeurs pour vos conférences, etc. Je rappelle aussi, c'est déjà un outil vraiment performant. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je remercie une fois de plus nos intervenants. Il faut savoir que c'est-à-dire nos conférences sont chaque samedi et rester connectés. En même temps, je remercie notamment nos sponsors qui sont Samati, Webren et Brick. On termine ici. Merci une fois de plus à tous. Merci et merci Sidou. Merci beaucoup.